Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'aujourd'hui, mercredi. Le président de la République, Paul Kagame, a participé ce mercredi au lancement de la 7e édition du sommet Transform Africa sur le développement des technologies en Afrique. Une rencontre de 3 jours qui se tient en République de Guinée, à Conakry. Dans son discours prononcé lors de cette conférence, le chef de l'État a rappelé que depuis plus de 10 ans, le sommet Transform Africa, initié à Kigali au Rwanda, a démontré qu'il représentait une opportunité d'investir dans les technologies et de promouvoir l'utilisation d'Internet afin d'accélérer le développement. C'est également à cette époque qu'est née l'Alliance Smart Africa, un réseau de pays africains engagés dans la promotion de l'usage des technologies qui compte aujourd'hui 42 pays membres représentant plus d'1 milliard d'habitants. Le président a également évoqué le développement rapide des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, soulignant que l'adoption de cette intelligence artificielle en Afrique, lorsqu'elle sera alignée sur les besoins réels du continent, apportera des solutions concrètes et durables aux défis auxquels celui-ci est confronté. The commitments we made at the beginning of this journey. Les engagements que nous avons pris au début de ce voyage restent stables et avec le soutien de nos partenaires, nous sommes en train de faire un progrès remarquable. La différence qui est là est qu'aujourd'hui, nous devons travailler dans un monde complexe où la révolution des technologies de pointe s'ouvre à un rythme beaucoup plus rapide. L'intelligence artificielle, qui est le thème de la conversation de cette année, vient à point nommé. En Afrique, le succès ne dépendra pas seulement de comment nous allons déployer cet outil rapidement, mais aussi dépendra de comment nous allons l'appliquer à la résolution des problèmes. We choose to apply it to. Pour sa part, le président guinéen Mamadi Doumbouya a remercié le président rwandais Paul Kagame et a exprimé la fierté pour la Guinée d'abriter le sommet de Transform Africa. Je souhaite la bienvenue à Monsieur le Président Paul Kagame, mon frère, ainsi qu'à tous les invités ici présents sur la terre africaine de Guinée. Cette Guinée qui est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Nous sommes très heureux et honorés d'accueillir cette 7e du Transform Africa Summit pour l'Afrique. Innover localement, impacter globalement, qui est parfaitement aligné avec ma vision du programme de développement socio-économique durable et responsable pour les 15 prochaines années. Simandou 2040, notamment le pilier numéro 3 de ce programme consacré aux nouvelles technologies pour améliorer le bien-être de nos populations. Je vous invite à mettre à profit ces 2 jours d'échanges constructifs sur la terre panafricaine de Guinée pour trouver des solutions adaptées à nos besoins et à ceux des générations futures face à l'innovation rapide de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies.
Les 293 jeunes hommes et femmes diplômés du Kepler College recevront leur master. C'est la première fois depuis 2022, date à laquelle le Kepler College a obtenu le statut légal d'université reconnu au Rwanda, que cette institution universitaire met sur le marché du travail. Ces diplômés, plus de précisions avec Patrick Nilidandi. Les diplômés du Kepler College sont originaires de plusieurs pays, notamment du Rwanda, pays hôte, du Burundi, de la République démocratique du Congo, du Kenya, de l'Érythrée et du Gabon. Ils ont étudié dans 4 départements liés à la gestion de projets et à la communication. Gestion de projet, gestion de la logistique et des opérations, gestion des établissements de santé, perspectives internationales et communication, ainsi que le commerce. Parmi les diplômés des Kepler College, 48,8% sont de garçons et 51,2% sont des filles. En plus de 20 ans de présence au Rwanda, Kepler College a accompagné plus de 10 000 personnes dans différents pays et a permis à plus de 1000 étudiants d'obtenir leur maîtrise. Kepler a débuté en 2004 sous l'appellation Orphelins du Rwanda et en 2008, l'organisation a été rebaptisée Génération Rwanda, un programme visant à aider les enfants talentueux issus des familles défavorisées à bénéficier des études au même niveau que les autres enfants. Et le ministre rwandais en charge de la sécurité, le docteur Vincent Biruta, est arrivé mardi à Luanda, la capitale de l'Angola. Il a été reçu par le président angolais João Lourenço. Au cours de cette audience, le ministre a transmis un message de félicitations de son homologue rwandais, Paul Kagame, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Ce mardi, les experts du Rwanda et de Djibouti avaient entamé les travaux de la deuxième réunion de la commission conjointe entre les deux pays tenue à Djibouti. Plus de précisions avec Jean-Damascène Malechim. Ces experts examinent les progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions prises lors de la précédente session de la commission mixte Rwanda-Djibouti. La rencontre offre également l'occasion d'échanger des points de vue sur de nouveaux domaines de coopération visant le bien-être des populations des deux pays, notamment dans les secteurs de la justice, de la sécurité, des investissements, de la santé, de l'énergie et d'autres encore. Cette réunion marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération bilatérale existant déjà entre la République du Rwanda et la République de Djibouti. Cette coopération est excellente, en pleine expansion, fondée sur une volonté politique partagée de renforcer les liens bilatéraux dans les domaines stratégiques pour les deux pays. Le Rwanda et Djibouti entretiennent des relations diplomatiques officielles depuis plusieurs années, caractérisées par des échanges réguliers de haut niveau. Les commissions ministérielles conjointes permettent de suivre la mise en œuvre des accords signés et d'identifier de nouveaux axes de collaboration. Les deux pays partagent également une vision commune d'une Afrique intégrée, stable et économiquement souveraine. Djibouti, grâce à sa position stratégique sur la mer Rouge, est une porte d'entrée maritime importante pour les pays enclavés comme le Rwanda. Le Rwanda bénéficie de 20 hectares de terrain à Djibouti près du port de Dolaré pour y développer une plateforme logistique rwandaise, facilitant des importations et des exportations. En retour, Djibouti dispose de 10 hectares dans la zone industrielle de Masoro à Kigali pour promouvoir ses investissements au Rwanda et son commerce avec les pays avoisinant le Rwanda. En plus, la compagnie aérienne rwandaise Rwandair Cargo dessert Djibouti 3 fois par semaine, facilitant ainsi les importations et exportations entre les deux pays. Dans le commerce et l'investissement, il existe un cadre favorable à l'investissement privé et au partenariat public et privé. Les deux parties partagent également les expériences et le développement des projets communs en santé et énergie, et le Rwanda et Djibouti se positionnent comme hubs régionaux, Kigali pour la technologie et les services, Djibouti pour la logistique et le commerce maritime. Ce partenariat illustre un modèle de coopération sud-sud fondé sur la complémentarité et la solidarité africaine. L'objectif commun est de bâtir un partenariat stratégique et durable au service du développement économique et social des deux peuples.
Les experts dans le domaine du développement ont estimé que les défis relatifs à l'agriculture et à l'alimentation en Afrique sont multiples, complexes et interconnectés. Ils touchent à la fois la production, la distribution, la gouvernance et les conditions climatiques. C'est en tout cas le point de vue du parlementaire tchadien Issa Mardo Djabir. Nous avons pu échanger sur différentes thématiques qui concernent la nutrition, l'agriculture en Afrique, mais également les engagements pris par les parties prenantes de Malabo à Kampala. Et nous nous sommes arrêtés pour faire une évaluation pour dire que depuis Malabo 2013 jusqu'à 2025, les résultats ont été mitigés parce que les 10% n'ont pas pu être réalisés par les États membres et c'est pourquoi à partir de cette rencontre, il y a eu un engagement de Kampala qui va essayer de revoir les choses. Au lieu de 10%, il est prévu 100 milliards de dollars et qui seront justement mis en œuvre par les États africains pour le développement de l'agriculture en Afrique. Et donc les parlementaires ont un rôle à jouer et c'est pourquoi nous sommes là dans le cadre de ces journées pour apporter notre contribution et voir dans quelle mesure les parlementaires peuvent aider à la réalisation de ces engagements. L'heure n'est plus au discours, mais l'heure est aujourd'hui à l'action. Et c'est pourquoi nous nous engageons auprès des gouvernements, auprès des autres partenaires pour réaliser cet objectif. En termes de résultats attendus, je crois que c'est encourageant. Toutes les parties prenantes se sont engagées. La volonté y est là. Et donc, nous pensons que pendant cette décennie, parce que l'engagement de Kampala commence en 2026 et finit en 2035. Et donc, pendant toute cette période-là, je pense que c'est une décennie qui va permettre à toutes les parties prenantes, à tous les États membres, de faire en sorte que ces engagements-là soient concrétisés et que nous puissions justement atteindre cet objectif. Le rôle du Parlement, il est connu, que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, mais moi je suis de l'Afrique centrale. Je suis membre du Parlement. Et je crois que le Parlement peut jouer un rôle important, un rôle crucial dans l'élaboration, le vote des lois, dans le contrôle de l'action gouvernementale pour voir est-ce que ce qui a été prévu a été réellement mis en œuvre et pour quel résultat, dans l'augmentation du budget pour voir est-ce que vraiment le budget prévu est suffisant pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Mais le Parlement peut jouer aussi le rôle de plaidoyer, c'est-à-dire plaidoyer auprès de tous les partenaires pour qu'il y ait un financement accru. Et aussi le rôle du Parlement, c'est un rôle de représentation. Nous allons représenter la population, remonter les informations, sensibiliser la population pour vulgariser aussi les textes que nous prenons ici. Ça veut dire que le programme de Kampala pour qu'il y ait une meilleure compréhension. On a vu un pays bien organisé, un pays qui affronte les défis et un pays qui est ouvert à tout le monde. Et constatons que le Rwanda fait tout pour honorer ses engagements. Même par rapport aux engagements de Malabo, le Rwanda a fait de son mieux. Il est parmi les deux pays qui ont fait des efforts. Mais ce ne sont pas des efforts réguliers. Une année, c'est bon, une autre année, ce n'est pas bon, et c'est ce que nous voulons éviter. Mais par rapport aux autres pays, le Rwanda fait beaucoup. Et nous voulons que
cette fois-ci, les engagements pris soient respectés par tous les pays africains. Kigali accueille du 12 au 15 novembre de cette année le 6e forum des Lions d'Afrique avec un thème inspirant, une Afrique, une vision, un service qui transforme. Et c'est pourquoi nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Serge Ndaitavi, président du comité d'organisation. Bienvenue. Merci beaucoup Michel. Oui. Alors pourquoi ce choix, je dirais, de ce thème de cette année? Merci pour la question. Le choix de cette année revient du fait que, comme tout le monde, nous souhaitons une Afrique qui n'a pas de limites. Et le Lions Club étant une organisation qui regroupe les lions de tout le monde entier, ce choix est très, comment dirais-je, très important pour nous parce qu'il nous permet de mettre en devant l'agenda d'une unification de tous les peuples, étant l'objectif du Lions Club aussi. Alors, pendant 4 jours, les membres du Lions Club, parmi les plus, je dirais, prestigieux, ont choisi de poser leurs valises ici à Kigali. Peut-on savoir la principale raison qui a motivé leur choix? Alors, normalement, l'événement qui se passe cette année, c'est un événement qui se passe chaque année. Et c'est vraiment dans le cadre de la rotation que cette année, ils arrivent à Kigali. Mais au-devant de tout, la facilité aussi qu'on trouve ici au Rwanda. Ça, c'est grâce, bien sûr, à la politique de notre gouvernement qui permet à tout le monde de venir, d'entrer au Rwanda sans condition de visa. Et cela nous a permis, même au-delà de tout cela, d'atteindre un nombre record de participation, dont avec plus de 1000 personnes ou 1000 visiteurs, avec 800 délégués enregistrés à ce jour. Et quels sont les objectifs de ce 6e forum des Lions d'Afrique? Ok. En effet, les objectifs, c'est comme les objectifs de tout organisme international. L'objectif primordial des assemblées comme celle-ci est de parler des activités de l'année précédente, voir où il y avait eu des faiblesses et des points forts, pour qu'enfin nous puissions tirer des recommandations. La devise, je dirais, de votre association est « servir en dirigeant ». Diriger en servant, quelle est sa signification? Il s'agit de 2 points majeurs, c'est le service et le leadership. Alors, le motto ou le slogan de notre association, c'est « We serve » ou « Nous servons ». Alors, le thème de cette année du président international, qui est même ici à Kigali en ce moment, est Peace Inc., et servir en dirigeant et diriger en servant. Ceci pour montrer que même en servant bénévolement, nous pouvons aussi diriger nos communautés afin que nous ayons des communautés plus résilientes. Et à l'issue des travaux de ce 6e forum, quelles sont, je dirais, vos attentes en tant que pays hôte? Nos attentes sont un peu variées, mais je vais citer la plus importante. En effet, nous souhaitons qu'à travers ce forum, nous puissions apporter plus de lions. Parce que, comme on le dit, ensemble, nous pouvons servir et servir mieux. Parce que l'union faisant la force, plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons bien servir nos communautés. Et pour nous, c'est vraiment un objectif que nous souhaitons atteindre en organisant ce forum ici à Kigali. D'accord. Alors, la fondation du Lions Club International offre programmes et des subventions qui permettent justement d'améliorer la santé et le bien-être, de renforcer les collectivités et d'aider les personnes dans le besoin. Pouvez-vous nous donner, je dirais, les réalisations concrètes jusque-là de cette fondation qui a été menée ici au Rwanda? Je pense que je vais essayer de donner quelques-unes. En fait, depuis sa fondation, sa fondation ici au Rwanda en 1959, le Lions Club a réalisé beaucoup d'activités, entre autres dans son cadre de l'objectif de la vue. Nous avons, ou les lions qui nous ont précédés, ont pu construire les parties des hôpitaux comme dans le CHK et le CHUB
en charge de l'ophtalmologie. Ce sont des dons qui ont été faits à l'époque. En plus de cela, il y a beaucoup d'écoles à travers le Rwanda qui ont été construites grâce aux dons du Lions Club. Et en ce moment même où nous parlons, le Lions Club appuie le projet de la lutte contre le cancer infantile au Rwanda avec les hôpitaux, le nouvel hôpital de Masaka, qui est un projet d'une ONG qui est supporté au niveau international aussi par le Lions Club, étant l'un des objectifs de notre association, le cancer infantile. D'accord. Alors, dernière question, le Lions International est toujours, je dirais, depuis un siècle ou plus, je ne sais pas, le leader mondial en matière de services. Quelle est votre, motivation personnelle, mais aussi que faites-vous pour motiver les futures générations à venir? Alors, moi, ma motivation personnelle, je pense qu'elle s'aligne très bien avec la motivation du président international, qui est de... Parce qu'il pense aussi comme moi, on ne peut qu'aller très loin que si nous faisons quelque chose pour quelqu'un d'autre sans rien attendre en retour. Et moi, je le crois, que je peux aller loin que si je faisais quelque chose pour quelqu'un d'autre sans rien attendre en retour. En tout cas, bonne, je dirais, citation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'était un plaisir. Je rappelle que nous étions avec Serge Ndaitavi, président du comité d'organisation du Lion d'Afrique, qui tiendra du 12 au 15 novembre le 6e forum des Lions d'Afrique. Merci en tout cas. Merci. Et les membres de la commission des terres, de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement ont souligné plusieurs problèmes, notamment le manque d'infrastructures, de stockage et de leur utilisation inadéquate. Ces infrastructures étant souvent situées loin des exploitations agricoles. Ils ont également évoqué le dysfonctionnement des machines de transformation des produits, ce qui entraîne leur détérioration et de faibles rendements. Ils ont examiné les problèmes identifiés dans le rapport d'audit du bureau du vérificateur général du gouvernement concernant la gestion de la production du riz et du maïs et son accès au marché. Le directeur général par intérim de l'Office rwandais pour la promotion de l'agriculture et de l'élevage, Dr Witouze Solange, a indiqué que ces problèmes seraient pris en compte dans le cadre du programme panier alimentaire. Ce programme prévoit l'équipement des infrastructures en installation de stockage et la formation des agriculteurs aux pratiques agricoles professionnelles axées sur la commercialisation et l'autosuffisance. La Banque nationale du Rwanda et la Banque africaine de développement du commerce transfrontalier ont officiellement lancé un forum visant à rappeler aux acteurs des secteurs financiers et commerciaux l'importance du respect de la législation. Ce forum a pour objectif de démontrer les avantages du respect de la loi dans le monde des affaires, notamment grâce à l'utilisation des technologies modernes à l'ère de l'intelligence artificielle. Les responsables du lancement ont indiqué que cette technologie est déjà intégrée au système bancaire africain et qu'elle est utilisée pour prévenir la fraude et le vol commis grâce à des moyens technologiques. Le forum a également incité les dirigeants du secteur bancaire africain à redoubler d'efforts dans la lutte contre la criminalité et le financement du terrorisme en recourant à des méthodes modernes. Place maintenant à l'international. Au Soudan, les femmes qui ont fui la ville soudanaise d'El Fasher font état de meurtres, de viols systématiques et de la disparition de leurs enfants après la prise de la ville par les forces de soutien rapide. Suivez en image. Les femmes qui fuient la ville soudanaise d'El Fasher font état de meurtres, de viols systématiques et de la disparition de leurs enfants après la prise de la ville par les forces de soutien rapide. L'Agence des Nations Unies pour les femmes a déclaré que ces témoignages révélaient la récurrence des violences sexuelles commises par la milice paramilitaire. La chute d'El Fasher le 26 octobre dernier a consolidé le contrôle des forces de soutien rapide sur la région du Darfour dans le cadre de la guerre qui les oppose depuis 2 ans et demi à l'armée soudanaise. Les personnes qui ont fui la ville ont décrit des civils abattus dans les rues et attaqués par des frappes de drones. Anne Moutavati, directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique orientale et australe, a déclaré que le corps des femmes devient une scène de crime au Soudan. Environ 11 millions de femmes et de filles sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans la région du Darfour, frappée par la famine.
Et à présent, l'avion C-130 avait décollé de Grande en Azerbaïdjan et rentré en Turquie lorsqu'il s'est écrasé mardi dans la municipalité géorgienne de Singnangi, près de la frontière azerbaïdjanaise. Suivez en images. 20 militaires turcs ont perdu la vie après le crash de leur avion cargo en Géorgie. Leur décès a été annoncé par le ministre turc de la Défense mercredi. L'avion C-130 avait décollé de Ganja en Azerbaïdjan et rentré en Turquie lorsqu'il s'est écrasé mardi dans la municipalité géorgienne de Singnangi, près de la frontière azerbaïdjanaise. Les causes de l'accident font l'objet d'une enquête. L'autorité géorgienne de l'aviation a déclaré mardi que le contact avec l'avion avait été perdu quelques minutes après son entrée dans l'espace aérien de la Géorgie. L'avion n'avait pas émis de signal de détresse. Et enfin, des activistes ont manifesté pour une transition énergétique juste. Les manifestants ont dénoncé la léthargie des États alors que le réchauffement de la planète ne cesse de faire des dégâts. Suivez. Transition énergétique juste, adoption des énergies vertes et abandon du charbon, du pétrole ou du gaz naturel. Principale revendication des activistes du climat qui ont manifesté mardi en marge de la COP30 qui se tient à Belém au Brésil. Au regard de l'inertie supposée des pays depuis 30 ans face à l'urgence climatique, ces activistes ont donné de la voix afin de tenter d'inverser la tendance. Ces discussions ont un impact sur la vie des gens au quotidien. Nous le voyons là d'où je viens, sur le continent africain, dans d'autres parties du monde également. Il est important que nous comprenions que nous ne pouvons pas venir ici pendant 30 ans et qu'aucune action n'a été entreprise. 10 ans depuis l'accord de Paris et toujours pas d'action. De la discussion à l'action, parlons-en pour agir. Agir, c'est justement l'objectif de la COP30 qui se présente comme celle de la mise en œuvre des différents accords sur le climat. Mais le contexte est loin d'être favorable. La Chine et les États-Unis n'ont pas envoyé des dirigeants de haut niveau à la rencontre. Un boycott tacite qui nourrit des appréhensions. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien.